Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eternal Games. Voilà, on va arrêter de le faire à l'anglaise à chaque fois. Bienvenue sur Eternal Games, voilà pour une vidéo, non pas jeu vidéo, mais vidéo tout court et manga et du bouquin. Et oui mes enfants, il n'y a pas que le jeu dans la vie. Même si, eh oui, le jeu vidéo, beaucoup de jeux sont produits, inventés par des Japonais. Il y a une grosse partie de l'industrie qui est japonaise, on va pas se le cacher, tout le monde le sait, et que les Japonais ils produisent autre chose, et que évidemment tout s'influence. Le jeu est tiré parfois de mangas, d'animés, de romans, de séries, et d'histoires, et de culture. Et aujourd'hui on va parler un peu histoire, un peu culture japonaise, on va parler traumatisme japonais à travers 3 œuvres. Voilà, donc c'est pas la vidéo la plus gaie du monde, mais nous y allons quand même. On va parler aujourd'hui de 1945, particulièrement des bombardements américains sur le Japon au travers de 3 œuvres, qu'elles soient en livre ou en film, en animation. C'est parti, et on attaque tout de suite cette vidéo par une œuvre que je tiens absolument à vous présenter. J'en ai déjà parlé, fut à l'époque dans un article écrit, mais maintenant, c'est l'heure de vous montrer ceci dans mes petites mimines. On va parler de... Voilà, un peu de muscu. Non, je déconne, c'est pas lourd. On va parler de Gen d'Hiroshima. Alors, Adachi no Gen en version originale. Adachi no Gen, donc Gen aux pieds nus. Hein, Gen, ce vagabond, ce va-nu-pied, qui a été donc traduit Gen d'Hiroshima, tout simplement. Pourquoi? Eh bien parce que c'est l'histoire de ce petit Gen qui est issu d'une famille avec voilà, frères et sœurs, papa, maman, qui vit à Hiroshima en 1945 et qui va vivre de plein fouet, évidemment, la bombe atomique. Souvenez-vous, les 2 bombes atomiques, hein, Hiroshima-Nagasaki, le 6 août 45 et le 9 août 45 pour Nagasaki, je crois. Vous me corrigerez si j'ai fait une faute historique, mais je ne pense pas, je crois que c'est le 6 et le 9 août 45. Toujours est-il que cette œuvre est majeure, voilà, dans l'histoire du manga, et c'est un témoignage extraordinaire qu'il faut, à mon sens, au moins lire une fois dans sa vie. Pourquoi? Parce que c'est une sorte d'autobiographie de l'auteur. Donc l'auteur, c'est Keiji Nakazawa, pardon. Keiji Nakazawa, donc, qui a vécu ce bombardement, qui a vécu tout ça, et qui a attendu quand même presque 30 ans de carrière, je crois, avant de se mettre à raconter son histoire. Une histoire tragique, il a vécu des choses atroces, et il nous les raconte alors dans une version plus romancée, évidemment, une sorte de parcours initiatique, de passage à l'âge adulte de ce jeune garçon qui vit un traumatisme extraordinaire et qui essaye quand même de se relever dans un Japon dévasté. Ce qui est hyper intéressant dans cette œuvre, à mon sens, c'est en fait toute la vue qu'on a sur la société japonaise. C'est-à-dire que le bombardement, c'est une chose, visuellement, c'est une horreur, et on a plein de témoignages de ça, et il y en a vraiment des atroces là-dedans. Mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est la vision déjà de la société japonaise avant le bombardement. Comment vivaient les gens, quel était l'état d'esprit, le patriotisme exacerbé, tout ce qui était, comment on traitait aussi des opposants politiques, comment étaient traités les pacifistes, ceux qui n'avaient pas les mêmes visions du conflit que l'empereur et le gouvernement japonais. Comment étaient traités les gens à travers le personnage du père de Gen, on va voir justement tous les problèmes que ça crée avec le voisinage, avec les autorités, tous ces travers de la société japonaise à l'époque. Et ensuite, l'horreur du bombardement, avec des images chocs, hein, qui sont des images qui sont restées hein, dans la tête de Nakazawa, avec des gens qui perdent leur peau, qui est juste accrochée par les cuticules, des chevaux en feu décharnés,
des horreurs qu'il a très bien retranscrit. Donc, même si le style graphique est effectivement un style, on va pas se le mentir, un peu dépassé en termes de manga, c'est-à-dire qu'on a des attitudes corporelles, on a un trait qui est vraiment très marqué, des années fin 60, si je dis pas de bêtises, quand est-ce qu'il a écrit? J'essaye de voir, 68, fin des années 60. Donc on a vraiment un trait très marqué de cette époque-là, et des attitudes et des codes dans les personnages, dans leur démarche, la façon de représenter les personnages, qui sont voilà, très très marqués. Mais vraiment, là on a un témoignage incroyable, et surtout après, ben voilà, après la bombe. Puisque l'avant et pendant la bombe, ça ne tient que sur les 2 premiers tomes de la série, qui en comptent 10. Et donc, les 8 tomes suivants, eh bien, c'est tout le quotidien et l'horreur vécue par les survivants. Entre ceux qui ont pris vraiment les radiations, tous les irradiés de la bombe, mais qui ont survécu et qui ont commencé à avoir des symptômes méconnus à l'époque, et par justement cette méconnaissance, cette ignorance des gens, on les a vus comme des pestiférés, comme des gens qui potentiellement allaient transmettre des maladies qui étaient contagieuses. Donc on leur jetait des cailloux, on voulait pas les voir, ils étaient vraiment pestiférés, on les rejetait. Donc après avoir vécu un enfer, ils en revivent un autre socialement. On a aussi évidemment un regard sur les expériences des Américains après coup, sous couvert d'aide médicale, qui vont en fait venir tester, voire faire des prélèvements et regarder les effets qu'a eu leur bombe sur la population. Donc toutes les expériences des Américains sur les Japonais, pour lesquels il y a toujours un ressentiment très fort de la part du peuple japonais pour les Américains. Pour les plus vieux, ça, la pilule ne passe pas. Et puis on a toute cette vision à travers le personnage de Gen, qui va devoir se débrouiller, voilà, avec des yakuza, on a vraiment une vision des pauvres gens, des petites gens qui tentent la démerde dans un monde où ils n'ont plus rien. Donc c'est hyper intéressant, l'évolution de cette société qui essaye de se reconstruire. C'est un vrai témoignage sur le Japon de l'époque. Vraiment, vraiment. Pour moi, c'est incontournable. Il existe, pour Gen, des films qui ont été tirés, évidemment, de cette histoire. Voici, tiens, un petit DVD. Donc, il y a 2 films. On les retrouve dans ce coffret, donc vous verrez un petit peu plus précisément. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans le coffret, même si, bon, il n'y a que 2 disques, pas grand-chose. Les films sont de chouettes films d'animation, c'est pas mal réalisé. Malheureusement, on coupe beaucoup de choses du manga. On peut pas mettre 10 tomes en 2 films, c'est chaud. Et du coup, on coupe pour moi tout ce qui fait que le manga est unique, c'est-à-dire toute la vision sur la politique et sur les sujets un peu tabous comme les expériences américaines et comme ce genre de choses. Et du coup, je trouve qu'on rate l'essentiel. C'est-à-dire qu'on a un film très choc visuellement sur le bombardement, et tout ce qui fait vraiment le sel du manga n'y est pas, où il manque beaucoup de choses. Donc je vous conseille vraiment, pour le coup, la lecture au visionnage en ce qui concerne Gen d'Hiroshima. Voilà pour la première œuvre. Allez-y. Deuxième œuvre que je veux aborder, alors ça va être plus rapide, puisque c'est juste un film, mais que du coup, je trouvais dans la continuité sur le même sujet, plus joli, posé, peut-être plus poétique, c'est Dans un recoin de ce monde. Voilà, sur la jeune Suzu en 44 qui habite à côté d'Hiroshima, dans un petit village, et qui va aller vivre à Kure, qui est un port militaire très important du Japon, dans sa belle famille, et qui va vivre des bombardements, alors pas forcément atomiques, mais des bombardements, et qui va aussi vivre de loin, puisque sa famille est à côté d'Hiroshima, le bombardement du 6 août. Donc, très beau film sur le quotidien, du coup, de familles, de gens qui voilà, ont du mal à se procurer à manger, commencent avec les pénuries alimentaires, avec toutes les rations, la débrouille qu'on est obligé d'avoir pour survivre, et comment faire pour vivre une vie à peu près normale dans des conditions assez compliquées. Et puis garder un côté positif,
ce qui n'est pas toujours facile, qu'on retrouvait déjà dans Gen, avec un personnage qui voulait toujours rester positif et être, comme lui demandait son père, d'être comme le blé, hein, d'être fort, résistant, malgré le fait qu'on se fasse piétiner. Et ben là, on retrouve un petit peu ce côté, cette volonté d'être positive dans un environnement de merde. Donc, dans un recoin de ce monde, c'est très joli. Je vous conseille de le voir au moins une fois. C'est chouette, même si c'est pas un chef-d'œuvre absolu. Ça reste quand même un petit film très sympathique à voir. C'est pas très vieux, hein, c'est sorti en 2017. Donc, ça reste un film très récent et très joli. Et je le fais tomber dans un recoin de mon parquet. C'est pas grave, évidemment. Et maintenant, on va aborder, pour moi, un des meilleurs films d'animation, mais un des meilleurs films tout court du cinéma. Voilà, ça c'est comme ça c'est dit. Je suis obligé de vous parler du Tombeau des Lucioles. C'est obligatoire, les gens. Le Tombeau des Lucioles d'Isao Takahata. Alors, Isao Takahata, c'est un des 3 fondateurs du studio Ghibli, que tout le monde connaît, hein, avec Hayao Miyazaki. Les mecs, Ghibli, vous avez forcément vu quelque chose, hein, Mononoke Hime, Tonari no Totoro, enfin, Mon voisin Totoro, Porco Rosso, Kiki, Nausicaa, vous avez forcément vu quelque chose, Chihiro. Bon. Le Tombeau des Lucioles, donc Hotaru no Haka, la tombe des Lucioles, en traduction vraiment littérale. Chose intéressante, d'ailleurs, avec ce titre. Allons-y, avant de parler de Takahata, abordons déjà l'auteur, puisque dans ce coffret, on peut retrouver aussi la nouvelle originale, donc qui a été écrite par Akiyuki Nosaka. C'est une petite nouvelle d'une 40aine de pages. La tombe des Lucioles, Hotaru no Haka. Ce qui est intéressant, c'est de voir que déjà l'auteur choisit pour écrire Hotaru, donc qui veut dire Luciole, Haka étant la tombe, qu'il a choisi une ancienne calligraphie qui veut dire le feu qui tombe goutte à goutte. Pour une œuvre qui évoque les bombardements de bombes incendiaires sur Kobe, c'est quand même, on voit déjà que le japonais a un sens du détail jusque dans comment j'écris mon titre. Avec quel kanji je vais choisir pour avoir un sens encore plus grand que celui que... C'est son balèze, c'est japonais. Donc une nouvelle de cet auteur qui a vécu, hein, c'est presque aussi biographique, même si là c'est une nouvelle, c'est inventé, mais Nosaka a vécu les bombardements, a eu sa famille qui a péri, il s'est retrouvé à errer dans une ville détruite avec sa petite sœur, qui est morte de faim, et lui s'en est sorti, il a eu la carrière après qu'on lui connaît, ça a été un auteur, ça a été un parolier de chansons, il a créé pas mal de contenu culturel au Japon pendant très très longtemps, il est mort en 2015 je crois, peut-être que je dis des bêtises, hein, mais il me semble qu'il est mort il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, en tout cas, un beau témoignage, une belle œuvre. Donc là, on retrouve dans ce coffret que j'ai en collector, un petit livre avec La tombe des Lucioles et puis Les algues d'Amérique, donc qui est une autre nouvelle qui a eu beaucoup de succès. Il a eu pour ces 2 nouvelles un prix littéraire d'ailleurs, le prix Naoki, si je dis pas de bêtises. Qui est un prix littéraire qui récompense 2 fois par an voilà, des auteurs. Donc ça, c'est bon. Et puis, Isao Takahata transforme l'essai, j'ai envie de dire, avec un film d'animation, mais un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Donc pour ceux qui ne connaissent pas déjà Isao Takahata, un réalisateur qui a bossé beaucoup avec Miyazaki, qui a travaillé par exemple avec Miyazaki sur la première saison de l'animé de Lupin d'ailleurs, Lupin the Third, qui a réalisé pas mal de petits trucs, qui a travaillé dans les séries à droite à gauche, avant évidemment de se lancer en réal, en film. On lui doit Qui est La Petite Peste, Pompoko, à la fois drôle et génial sur une bande de tanuki qui lutte contre l'expansion de Tokyo voilà, pour préserver la nature.
Naomoide Polo Polo, qui est une espèce de tranche de vie tout à fait sympathique. L'adaptation des Yamada, donc des petites tranches, hein, des petits mangas comiques en 4 cases traditionnellement, adaptation en film, qui est très bien faite. Et puis la princesse Kaguya, le conte de la princesse Kaguya, qui est de la poésie. Donc un bon réalisateur, un grand réalisateur. Et puis voilà, le tombeau des Lucioles. Pour ceux qui connaissent pas le scénario, on a des enfants, Seita et Setsuko, qui sont à Kobe, les bombardements arrivent, malheureusement le père est dans la marine, il est loin, la mère succombe au bombardement dès le début du film, et c'est la survie de 2 enfants, alors qui sont au début hébergés par de la famille, mais ça se passe pas bien, et qui après essayent de se débrouiller par eux-mêmes, sans moyens. Et là, c'est le drame, allons-nous dire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais pas aller plus loin dans l'explication du film. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une musique le compositeur, c'est Mamiya, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, tiens, ma petite tour à CD à côté. Voici le CD des musiques. Forcément, je pouvais pas passer à côté parce que les musiques sont exceptionnelles. Moi, elles me tirent. Il y en a une piste là. Si je la mets, j'ai les larmes qui coulent. Donc voilà. Le film, de toute façon, me fait pleurer à chaque fois. D'ailleurs, c'est un film qui me fait pleurer à chaque fois, et c'est un film dont je me sers pour tester la part d'humanité chez les gens. C'est-à-dire que si les gens à qui je le montre ne pleurent pas, je considère que c'est pas des êtres humains. C'est terrible, hein, mais pour moi, voilà, c'est une émotion exceptionnelle. Un grand témoignage, et si vous ne l'avez pas vu, il faut foncer. Il faut foncer, le regarder. Il est disponible en ce moment sur Netflix. Si vous n'avez pas de compte Netflix, vous trouvez quelqu'un qui a un compte, qui vous passe les codes juste pour le regarder, voilà. Allez, pour 2 heures, balance ton code, et fais regarder le tombeau des Lucioles aux gens. Voilà. Parce que on ne peut pas passer à côté de ce chef-d'œuvre. Donc on a ces 2 enfants qui tentent de survivre. Spoiler alert, ça se passe pas bien. et voilà. Et c'est un film d'une grande émotion, d'une très grande réussite. Alors graphique, musical, mise en scène, tout est bon. Il n'y a rien acheté dans ce film. Si vous avez la possibilité de regarder la VO, faites-le. Pourquoi ? Parce que la petite Setsuko est doublée par une japonaise qui avait 4 ou 5 ans. La doubleuse de Setsuko a vraiment 4 ou 5 ans, comme le personnage dans le film. Et ça s'entend et ça se ressent. C'est-à-dire que ces répliques en français, la VF est pas mauvaise. Hein, on peut pas dire ça, c'est une bonne VF dans l'ensemble. Mais on sent bien que Setsuko est doublée par quelqu'un de plus grand qui fait une petite voix. Dans la façon de parler, ça, voilà. Quand on est habitué au doublage, ça s'entend un peu. Là, franchement, la VO du tombeau des Lucioles, oh, c'est poignant. C'est poignant parce que cette petite gamine, on a vraiment l'impression d'avoir une petite gamine. Voilà. Et du coup, quand il lui arrive des malheurs, ça prend encore plus aux tripes. Vraiment, vraiment, vraiment. Même si vous parlez pas trop jap, vous l'entendez. Et c'est un truc que j'ai testé sur des gens qui parlaient pas jap du tout, qui ont voulu regarder le film en français. Quand je leur ai mis la VO après derrière, ils ont fait ouais. Ouais, effectivement, on sent que c'est plus une vraie gamine qui double. Donc, foncez. Foncez pour ça. Donc, petit récap, pour ceux qui ont envie de se plonger dans cet univers des bombardements américains sur le Japon. C'est pas gay, je sais. C'est pas une partie de plaisir, parce qu'évidemment, voilà, j'ai envie de dire, où il y a du gain, il n'y a pas de plaisir. Mais si je pouvais me frapper, je me frapperais. Voilà, Gen d'Hiroshima, à lire surtout, absolument, pour tout le contexte autour et tout ce qui s'est passé après, qui est souvent tu dans nos leçons à nous, en tout cas d'histoire. L'histoire est souvent écrite par les vainqueurs, et franchement, les récits des vaincus, des fois, ça fait réfléchir. Donc Gen, très très bien. Dans un recoin de ce monde, plus poétique, plus joli peut-être,
un peu moins dans le tragique, même si ça n'en manque pas. Mais en tout cas, pareil, un beau témoignage du quotidien. Et puis, l'inénarrable, le fabuleux Tombeau des Lucioles, qui est un must-have absolu, un must-watch, j'ai envie de dire, qui est vraiment le film que vous devez regarder en animation. C'est là, maintenant, pour moi, il fait partie de mon top 3 des films que j'aime le plus au monde, tout confondu. Voilà, il est dans le top 3 sûr. Je sais même pas si c'est pas mon préféré. Donc, allez-y, forcément. Et puis, avant de vous laisser avec cette petite sélection qui est, avouons-le, trop de la bombe. Allez, je me tape. Je vais vous parler d'un 4e truc vite fait, hors sujet, presque. On parle des bombardements, on a parlé évidemment de la bombe d'Hiroshima à travers Gen et à travers Dans un recoin de ce monde. Il y a évidemment, ça a donné au Japon un grand traumatisme et puis une peur aussi du nucléaire. Ils savent très bien quand même ce que ça fait maintenant. Et on a une catastrophe récente au Japon qui est Fukushima sur le nucléaire. Alors du coup, pas de bombardement, d'accord, mais on n'en est pas loin. Je voulais juste faire un petit aparté sur ceci, au cœur de Fukushima. Voilà, alors ça c'est un petit manga en 3 tomes qui raconte, qui est écrit par un mec qui a travaillé en main-d'œuvre dans la centrale après la catastrophe, qui a fait partie des gens embauchés pour aller réparer les dégâts et puis faire en sorte que ça ne passe pas un seuil au-dessus. Donc on retrouve à l'intérieur un beau témoignage assez, c'est forcément subjectif, mais le plus objectif possible, et très documenté, très détaillé, où on voit le type d'équipement qu'ils mettaient, comment ça marche, qu'est-ce qu'on leur demandait. Il a fait quelques plans de là où il a travaillé à la centrale et tout. C'est assez chouette. C'est bien. Moi, perso, dans mon boulot, j'ai fait aussi des formations sur la radioactivité, porter des tenues, des appareils de mesure, etc. Et j'ai retrouvé pas mal de choses, effectivement, donc, que j'ai pu utiliser moi au travail. Donc c'est vraiment c'est un chouette coup d'œil sur le travail effectué à l'intérieur de Fukushima, et c'est très très intéressant, voilà, si ça vous intéresse, d'avoir le point de vue d'un mec qui était au cœur de Fukushima, voilà, c'est le titre. Donc je vous conseille cette lecture. 3 tomes, franchement ça prend pas longtemps, et c'est très très intéressant. Voilà. Allez, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Vous avez des œuvres à découvrir, peut-être que vous connaissiez déjà tout, auquel cas, cette vidéo n'aura servi à rien, mais vous pouvez mettre votre avis sur ces œuvres dans les commentaires. Est-ce que ça vous a donné envie de les découvrir? Est-ce que vous allez les découvrir? Pareil, vous me marquez ça, et si vous ne les connaissez pas, j'aimerais que vous preniez le temps de les voir, de les lire, et puis de revenir me voir dans les commentaires pour me redonner un avis. Ça me ferait vraiment plaisir de partager avec vous sur ce que vous avez pensé, sachant que si vous n'aimez pas le Tombeau des Lucioles, de toute façon vous n'êtes pas humain. Donc c'est pas grave, je saurais que vous êtes un robot venu des algorithmes de YouTube. Mais sur ce, je vous laisse. Et puis je vous dis pas que l'important c'est de jouer, parce que là pour le coup, l'important ça va être de lire, l'important ça va être de se documenter, et de regarder et de profiter. Sur ce, à bientôt sur Eternal Games.